Bonjour à tous, je m'appelle Clara et bienvenue dans ce Snap. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant de la créativité humaine, avec un livre qui explore ce qu'on croit savoir et aussi ce qu'on ignore encore. Vous avez probablement déjà entendu des phrases comme « il faut souffrir pour son art » ou encore « la créativité c'est réservé aux génies ou aux esprits tourmentés », mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Dans ce Snap, basé sur le livre de la neuroscientifique Hannah Abraham, on va aller au-delà de ces clichés pour découvrir comment la créativité fonctionne vraiment dans notre cerveau. On va démêler les mythes et comprendre ce qui est vrai et pourquoi. Vous allez découvrir des idées surprenantes qui pourraient bien changer la manière dont vous voyez votre propre potentiel créatif. Alors si vous êtes prêt à vous libérer des idées reçues, à explorer une vision plus complète de la créativité, restez avec nous. Merci beaucoup Clara pour cette intro et pour commencer on va tout de suite plonger dans le premier chapitre, une nouvelle approche des vieux mythes. On va donc tout de suite attaquer ce premier chapitre de The Creative Brain en commençant par aborder un point essentiel, les mythes autour de la créativité. Exactement Clara, et des mythes, il y en a beaucoup. On entend souvent dire par exemple que la créativité vient uniquement du cerveau droit humain, ou alors qu'elle est réservée uniquement aux génies torturés. Mais est-ce que c'est vraiment vrai et comment ces idées ont évolué dans notre culture ? Ces mythes, bien qu'ancrés dans notre imaginaire collectif, sont bien plus complexes que ça. Prenons l'exemple de la Renaissance. À l'époque, la créativité était vue comme une inspiration divine ou alors démoniaque. Puis au XIXe siècle, on a associé la créativité à la folie ou au génie individuel. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que même les plus grands esprits comme celui de Léonard de Vinci ne travaillaient pas seuls. En fait, ils collaboraient activement avec d'autres artistes et d'autres apprentis. Et ce que ça montre, c'est que la créativité ne se limite pas à une personne isolée, elle émerge souvent de l'échange et de la collaboration. Et cette idée, elle casse un autre mythe, celui du génie solitaire qui produit son art dans une bulle. Ok, mais qu'est-ce qu'il en est alors de l'idée de la créativité et que c'est une sorte de talent inné, ou alors qu'elle nécessite un esprit tourmenté ? L'auteur Hannah Abraham propose une vision beaucoup plus nuancée. Elle explique que ces croyances, c'est des simplifications. Par exemple, l'hypersensibilité émotionnelle peut effectivement stimuler la créativité, mais pas forcément de la manière dramatique qu'on voit dans les films ou dans les livres. En réalité, la créativité repose souvent sur ces interactions complexes entre le cerveau, les expériences de vie et une pratique délibérée. Ce chapitre, il va montrer que la créativité n'est pas uniquement une affaire de folie ou alors une affaire de génie, mais que c'est une capacité humaine fondamentale, accessible à tout le monde et qu'on continue encore à découvrir et à comprendre aujourd'hui. Ok, pour résumer, ce premier chapitre démystifie les idées reçues et nous invite à voir la créativité humaine comme un processus bien plus riche et bien plus collaboratif qu'on le pense souvent. Qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain chapitre, Paul ? On va explorer une idée qui est fascinante sur les deux parties du cerveau par rapport à la créativité. On attaque donc ce deuxième chapitre qui s'appelle « Des deux côtés » et on va parler de cette fameuse idée selon laquelle les créatifs utilisent principalement leur cerveau droit. C'est ça, et du coup, les esprits logiques n'utiliseraient que leur cerveau gauche, par exemple. Mais en réalité, c'est une simplification qui date de recherches du début du XXe siècle. À l'époque, on pensait que certaines fonctions cérébrales étaient strictement localisées dans un hémisphère ou dans un autre. Par exemple, le cerveau droit était donc vu comme responsable de la créativité et de l'intuition, mais les recherches plus récentes montrent que, en fait, c'est bien plus complexe que ça. On peut prendre l'exemple des musiciens. Quand ils jouent, ils activent les deux hémisphères. Le cerveau gauche gère des éléments comme le rythme ou alors des schémas répétitifs, tandis que le cerveau droit s'occupe des aspects un peu plus émotionnels, un peu plus intuitifs. Les deux travaillent ensemble pour créer une expérience musicale qui est complète. Ah donc ce serait pas une question de choisir entre un cerveau droit ou un cerveau gauche, mais plutôt de les faire collaborer. Exactement, c'est cette collaboration qui permet d'être pleinement créatif. Par exemple, les artistes qui sculptent ou peignent, ils activent à la fois leur capacité d'analyse et leur intuition. Il faut une bonne dose de réflexion logique pour planifier une œuvre, mais aussi il faut de l'imagination pour la rendre unique. Une autre découverte fascinante concerne les personnages dont le cerveau a subi des modifications, comme des patients qui ont subi une chirurgie cérébrale qui coupe les connexions entre les deux hémisphères.
Même dans ces cas-là, la créativité persiste, mais elle s'exprime différemment. Ça peut montrer que la créativité n'est pas confinée à un seul côté du cerveau, mais qu'elle est enracinée dans une interaction entre divers réseaux neuronaux. Ah oui, donc en fait, ça repose sur une synergie, une sorte de danse entre la logique et l'intuition. C'est exactement ça, et ça va même un peu plus loin, c'est que l'idée clé ici, c'est que la créativité ne se limite pas à ce qu'on fait avec notre cerveau, elle implique aussi nos émotions, elle implique notre corps et même notre environnement. Les connexions émotionnelles et les expériences sensorielles jouent un rôle énorme dans l'épanouissement de notre créativité. Et pour continuer, on va voir dans le prochain chapitre un sujet qui est fascinant, c'est les dangers de la souffrance pour l'art. On va voir d'un peu plus près cette idée romantique du génie torturé. On arrive donc au chapitre 3, les dangers de souffrir pour l'art. Et dans ce troisième chapitre, on va plonger dans une idée très répandue, celle que la souffrance est essentielle à la créativité. Oui, et c'est une idée assez répandue parce que quand on pense à des artistes comme Van Gogh, on associe souvent la souffrance avec l'art. Mais est-ce que c'est vraiment une nécessité ? Eh bien, cette croyance, selon l'auteur, elle est profondément ancrée dans l'histoire de l'art. Déjà dans l'Antiquité, on associait souvent la créativité à une sorte d'inspiration divine, presque mystique. Les artistes étaient parfois considérés comme des sortes de médiums entre le divin et le monde humain, souvent en proie à des émotions intenses ou même à des états proches de la folie. Cette idée, elle a persisté jusqu'à l'époque romantique, où l'image de l'artiste torturé a pris toute son ampleur. Mais aujourd'hui, on a des données scientifiques qui racontent une toute autre histoire. Ces recherches modernes montrent que la santé mentale existe sur un spectre et que tout n'est pas soit noir, soit blanc. Oui, certains artistes ont dû lutter contre des troubles comme la bipolarité ou la dépression tout en produisant des œuvres incroyables, mais d'autres ont réussi à être tout aussi créatifs tout en maintenant un équilibre mental. En fait, des études indiquent que les troubles sévères peuvent souvent limiter la créativité plutôt que de la stimuler. Un point intéressant cependant, c'est que certaines personnalités créatives sont plus sensibles aux émotions positives ou négatives. C'est comme si leur antenne émotionnelle était plus fine, ils captent plus de signaux, qu'ils soient agréables ou douloureux. Ça peut les rendre plus vulnérables aux défis émotionnels, mais aussi plus réceptifs aux inspirations créatives. Ah d'accord, donc ce serait pas qu'ils vivent plus de souffrance, mais qu'ils ont plus de sensibilité, et du coup ça augmenterait leur créativité au moment où ils produisent. C'est ça en fait un autre point fascinant, il vient des études sur les familles d'artistes ou de créatifs. Elles montrent que certains traits génétiques associés à la pensée créative pourraient aussi augmenter la probabilité de troubles de santé mentale. Mais dans leur forme plus modérée, ces traits semblent au contraire booster cette créativité. Alors comment cette compréhension change notre vision de la créativité et du bien-être ? Ça nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de souffrir pour être créatif. En fait, prendre soin de sa santé mentale, ça peut aider à nourrir notre art. Les musiciens, par exemple, accordent régulièrement leur instrument pour qu'il sonne juste. De la même manière, un esprit créatif fonctionne mieux quand il est sain et équilibré. Et surtout, ça contre bien la théorie et le mythe du génie torturé. Il vaudrait mieux avoir un esprit sain que torturé pour être créatif. Dans le prochain chapitre, on va aborder le thème de l'innovation et du handicap et on va voir comment certaines limitations physiques ou mentales peuvent ouvrir des portes inattendues. On arrive donc au chapitre 4 dans lequel l'auteur va nous parler de quelque chose d'étonnant, comment certaines limitations, qu'elles soient physiques ou mentales, peuvent en fait stimuler notre créativité. Comment est-ce que ça fonctionne, Paul ? On pourrait penser que les handicaps ou différences cérébrales sont que des obstacles, mais en fait, le cerveau humain a une capacité incroyable à s'adapter. On va prendre l'exemple de Derek Amato. Après une grave commotion cérébrale, cet homme s'est réveillé avec un don extraordinaire. Il pouvait jouer du piano comme un virtuose sans jamais avoir pris une seule leçon de toute sa vie. C'est ce qu'on appelle le syndrome du savant acquis. Des chercheurs ont découvert que parfois, des lésions cérébrales peuvent libérer des capacités créatives cachées, ce qui bouleverse complètement notre compréhension du fonctionnement du cerveau. Et on a d'autres exemples qui montrent cette relation entre la limitation et la créativité. Par exemple, Temple Grandin est une experte reconnue en comportement animal. Elle est aussi autiste, ce qui lui donne une façon très différente de percevoir le monde.
Grâce à son approche visuelle unique, elle a révolutionné la manière dont on gère le bétail. Ces différences cognitives sont devenues son plus grand atout. On peut aussi parler de certains musiciens qui ont l'oreille absolue, c'est-à-dire cette capacité à reconnaître la hauteur d'une note sans avoir aucun moyen de comparaison avec une autre note. Ah oui, donc en fait, toutes ces différences qu'on pourrait des fois voir comme des limites, on peut aussi les considérer comme des forces potentielles. C'est exactement ça, Clara. Et par exemple, certains artistes atteints de démence ont vu leur art évoluer de manière spectaculaire, devenant plus expressif et plus émotionnel qu'auparavant. Ça montre que des changements dans le fonctionnement du cerveau, ça peut ouvrir des portes insoupçonnées vers de nouvelles formes d'expression créative. Ce qu'on considère comme donc des limites, ça peut parfois nous forcer à explorer des chemins inattendus et enrichir notre paysage culturel. Et ça nous rappelle aussi que la créativité ne réside pas seulement dans une zone précise du cerveau et que chaque cerveau étant unique, ces différences peuvent devenir des sources incroyables de force créative. Au lieu de voir ces variations comme des faiblesses, on devrait les reconnaître comme des opportunités de penser et de créer différemment. Eh ben c'est très intéressant, Paul, et qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain chapitre alors ? On va aborder la créativité au-delà de l'intelligence traditionnelle. On va explorer comment des éléments comme l'intuition et la pensée divergente façonnent notre potentiel. Et on arrive au chapitre 5 qui s'appelle Au-delà de l'intelligence et dans lequel l'auteur soulève une question. Est-ce qu'il faut une intelligence hors norme ou vivre des expériences altérant l'esprit pour être un vrai génie créatif ? Pas tout à fait. Selon l'auteur, en fait, plusieurs études montrent que la créativité ne dépend pas uniquement de l'intelligence. On peut prendre le cas fascinant des recherches menées par Lewis Terman dans les années 1920. Il a suivi plus de 1500 enfants avec un QI exceptionnellement élevé en espérant qu'ils deviendraient de grands innovateurs. Pourtant, le résultat a été très surprenant parce que peu d'entre eux ont accompli des choses révolutionnaires. Et même certains lauréats du prix Nobel, comme William Shockley et Luis Alvarez, n'avaient pas un QI particulièrement impressionnant selon cette étude. Donc un haut QI, ce serait pas le seul ingrédient nécessaire pour la créativité. Exactement, ce qui compte davantage, c'est la curiosité et la persévérance et aussi une volonté de prendre des risques. Être intelligent, ça aide jusqu'à un certain point, mais la créativité va bien au-delà de l'intelligence pure. Et c'est pareil pour les idées reçues sur les substances altérant la conscience. Beaucoup de gens pensent que certains artistes ont boosté leur créativité grâce à des substances par exemple. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Ces expériences modifient leur perception du monde, ce qui peut influencer leur travail, mais elles ne vont pas se mettre à être créatives grâce aux substances. Alors du coup, d'où viendrait vraiment l'état de créativité optimal ? Un bon exemple cité par l'auteur, c'est l'état de flow. C'est cet état où l'on est profondément absorbé dans une activité et on mêle conscience accrue et concentration absolue. Contrairement aux drogues, l'état de flow ne modifie pas l'esprit de façon artificielle. Il combine une prise de conscience accrue et une action intentionnelle, ce qui en fait est un moteur puissant pour notre créativité. Alors ça semble vraiment accessible à tout le monde, mais pas besoin d'être un génie ou de chercher une inspiration divine du coup. Eh ben non Clara, en fait la clé de la créativité réside dans l'équilibre entre la curiosité, les compétences techniques et une capacité à jouer avec les idées. Les grands créateurs travaillent souvent avec des contraintes, ce qui les pousse à trouver des solutions innovantes. En fin de compte, ça ne se limite pas à une intelligence exceptionnelle ou à des états altérés, c'est une combinaison d'efforts délibérés et d'un véritable intérêt pour le monde qui nous entoure. Et d'ailleurs, on va revoir tout ça dans la conclusion juste après. On arrive donc à la conclusion de ce snap basé sur The Creative Brain d'Anna Abraham. On a appris quelque chose d'essentiel, c'est que la créativité n'est pas le privilège d'un seul côté du cerveau déjà. Elle émerge d'une interaction complexe entre les deux hémisphères. On a également découvert que si certains créateurs peuvent vivre des défis liés à la santé mentale, la souffrance, elle, n'est pas une condition nécessaire. En réalité, le bien-être est souvent meilleur pour améliorer la créativité. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les différences cérébrales, comme celles liées au syndrome du savant ou aux neurodivergences, peuvent devenir des sources inattendues de force.
Et contre toute attente, un haut niveau d'intelligence ou des états altérés de conscience ne garantissent pas non plus la réussite créative. Ce qui l'a fait vraiment fleurir, c'est une combinaison de connaissances, de curiosité et de pratiques délibérées. En somme, la créativité n'est pas un don mystérieux, mais une capacité humaine accessible à tous. Merci beaucoup Paul pour ce résumé captivant et merci à vous, auditeurs, d'avoir suivi ce snap jusqu'au bout. On se retrouve pour un nouveau snap. À très bientôt.